Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe au Niger en ce moment? Pourquoi tout d'un coup un pays dont on ne parlait jamais avant devient tout d'un coup le lieu où il risque d'avoir une nouvelle guerre mondiale avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui sont dans la danse, avec la Chine, les États-Unis, la Russie, Wagner? Est-ce qu'on est en train de revivre une guerre d'Ukraine, mais ailleurs? Est-ce que ça va repartir sur un autre front? Et c'est quand même étrange parce que d'habitude, les coups d'État qui se passent en Afrique, ça ne provoque pas de telles crises. Donc c'est quoi qui change là? Mais posons-nous une question peut-être un peu plus précise. Qu'est-ce qui a changé dans le monde pour que le Niger en devienne le centre pendant quelques semaines? Eh ben c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tu es au Canard Réfractaire, donc n'hésite pas à partager la vidéo et n'hésite pas à t'abonner, voilà. On aurait pu commencer cette vidéo en vous balançant toute l'histoire avec le putsch, avec le blocus, l'ultimatum, la CEDEAO, Wagner et compagnie, mais on a préféré avoir une autre approche. On va commencer tout simplement avec une carte du monde. Le Niger est donc un pays africain qui est un pays du Sahel. Le Sahel, c'est toute cette bande-là qui est entre le Sahara et la région subsaharienne qui est, comme vous le voyez, un tout petit peu plus verte quand même que le désert du Sahara. Le Niger se trouve donc ici, c'est un très grand pays qui est essentiellement composé de déserts. Et les 25 millions de personnes que compose la population du Niger, et il se trouve notamment au sud parce que c'est là où on va retrouver les zones les plus un peu plus tempérées, notamment avec le lac du Tchad qui est juste ici, et ensuite avec ce bout là très bretonnant avec évidemment la capitale Niamey et là le fleuve qui est le fleuve du Niger. Il y a aussi cette zone là donc autour d'Agadez, une zone montagneuse qui est un peu habitée, et le désert qui se trouve ici c'est le désert de Ténéré, et c'est un désert dans le désert qui rend le truc encore beaucoup plus aride qu'ailleurs dans le Sahara, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui y vivent, et sauf que ça pose pas mal de problèmes ce désert. Déjà si on va donc à Agadez qui est une ville historique, on se rend compte que c'est une ville avec un gros patrimoine historique, vous voyez. Il y a une mosquée là qui est très célèbre parce qu'elle est faite en terre et en bois, mais il y a aussi énormément de bâtiments qui donnent une ambiance incroyable à cette ville là, et tu avais notamment la fête de l'Aïd qui était assez populaire à Agadez et qui faisait venir énormément de personnes de la région pour fêter l'Aïd là-bas. Le Niger est un pays qui est quasiment intégralement musulman. Sauf que le problème c'est que toute cette zone là est extrêmement compliquée à défendre, ce qui fait qu'il y a beaucoup de forces djihadistes qui font pas mal de merde dans la région, ce qui fait que toute cette partie-là, elle n'est pas totalement sous contrôle de l'État, qu'il y a des attentats qui arrivent, ce qui fait que les touristes qui avant venaient à Agadez, aujourd'hui ne viennent plus. Le second problème que pose ce désert, c'est qu'il avance et qu'il bouffe des milliers et des milliers d'hectares chaque année, ce qui empêche du coup de nourrir les gens, sachant que la population, elle grandit au Niger. Il y a un exemple qui est assez symptomatique de ce problème-là, c'est que si on s'intéresse à la ville de Kouré, qui est donc juste à côté de Niamey, la capitale, Kouré, c'est réputé, c'est une toute petite commune, mais réputée pour être une réserve pour les girafes de Kouré qui ont failli disparaître. C'est une espèce de girafe qui est assez remarquable parce qu'elle est très belle, elle est très touristique, ça fait venir énormément de personnes, ce genre de girafe-là. Surtout que bon, ils mettent tout le contexte, ils vont avec, tu vois, incroyable, tu vois. Et tu as énormément de girafes qui ont été sauvées de la disparition et tu en as beaucoup qui se trouvent à Kouré, sauf que le problème, c'est que c'est des terres agricoles parce que tout autour de Niamey, en fait, il y a une culture de mil qui est un autre nom africain pour le sorgho, pour le millet, sinon, c'est le même truc. Toutes les girafes ont donc été délocalisées pour se mettre à Gabadé-Djik. Donc en gros, ils envoient les girafes beaucoup plus loin dans le désert, alors que les girafes, elles étaient beaucoup mieux à côté de Niamey parce que c'est là où il y a les commerçants, les hôtels, c'est là où on peut faire fructifier un peu le pognon, quoi. Et donc en gros, ils sont obligés de sacrifier le tourisme pour juste permettre l'agriculture, pour juste nourrir la population. Sachant qu'au Niger, 70% de la population travaille dans l'agriculture et que tout ça, ça apporte 40% du PIB. Donc c'est un pays qui est essentiellement agricole. Moins de touristes, une production agricole pressurisée, un besoin d'importation important à l'avenir. En fait, le Niger est un pays qui a besoin de trouver des ressources et des richesses à l'avenir. Et vous savez quoi? Le pays, en réalité, il a des vrais arguments. Donc retournons sur la carte du Niger. Il y a donc Niamey qui est le dernier lieu où Balavoine a dormi avant d'avoir un accident. Donc en gros il est allé à Niamey, puis après il est allé à Gao au Mali en avion, et puis après en hélicoptère par ici il est mort là. Donc c'est vraiment à Niamey où il a dormi la dernière fois dans un hôtel. Voilà, petite anecdote. Tu as aussi Agadez, donc la ville historique qu'on a vue avec la mosquée en terre et en bois comme ceci. Et au nord d'Agadez, il y a une autre ville plus grande qui s'appelle Alit. Alit qui est connu pourquoi? Pour ceci. Voilà, ceci c'est la mine d'uranium d'Orano, donc ex-Areva, et qui est gigantesque, qui est un des principaux gisements que possède cette entreprise française. Et cette mine, elle est très très grande, mais elle est aussi très très exploitée. Avant, il y avait énormément d'uranium qui venait du Niger et qui approvisionnait les centrales nucléaires françaises. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Donc il y a un peu des chiffres qui se battent en duel parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut penser de choper des informations d'où viennent l'uranium qu'on utilise en France.
France. Mais ce qui est sûr, c'est que les mines du Niger, pour l'État français, pour EDF, pour l'ex-Areva, ça représente une immense quantité d'uranium qu'ils vont pouvoir exploiter très bien à l'avenir. En réalité, beaucoup de l'uranium qu'on utilise en ce moment, ça vient surtout du Kazakhstan, qui est un pays donc d'Asie centrale juste frontalier à la Russie, où tu as l'État russe qui a envoyé les parachutistes et l'armée pour mater une révolte contre la hausse des prix sans qu'il y ait aucune indignation internationale parce qu'en fait on a besoin de l'uranium du Kazakhstan. Ces mines d'uranium exploitées par les entreprises françaises représentent un gros potentiel financier parce que l'État français et EDF se positionnent sur le marché mondial pour la construction de centrales nucléaires supplémentaires. Il faut rappeler qu'à la fin du XXe siècle, quand même, l'État français et EDF étaient les seconds plus gros producteurs de nucléaire. Des centrales construites aussi pour compenser le coût du gaz russe ou pour alimenter les voitures électriques qui deviennent apparemment le nouveau cycle de production du capitalisme mondial pour essayer d'éviter la crise. Donc ils vont faire des voitures partout en permanence qu'il va falloir alimenter et pour ça il faut du nucléaire qui devient de plus en plus rentable. Donc ce n'est pas con d'investir là-dedans comme le fait EDF, comme le fait l'État français. Mais l'erreur qui est faite très souvent, c'est que on résume le Niger à l'uranium, ce qui est totalement faux, parce qu'en fait, il y a énormément d'autres choses qui fait que le Niger est un pays particulier en Afrique. Prenons de la distance, regardez, le Niger a des frontières avec la Libye, avec l'Algérie, avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Bénin, avec le Nigeria, avec le Tchad. Ça fait beaucoup quand même. Et là, tu comprends pourquoi la France et aussi les États-Unis ont des bases militaires au niveau du Niger, parce qu'en fait, ça leur permet d'intervenir partout en Afrique de l'Ouest. C'est notamment grâce à ces bases dans le désert du Ténéré ou alors à Agadez qu'ils ont réussi, par exemple, à faire des interventions directement en Libye, tu vois, ou qu'ils peuvent faire des interventions contre le djihadisme et compagnie, parce qu'en fait, tu peux taper dans tous les pays autour. Donc le Niger, d'un point de vue géographique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue géopolitique, c'est assez important. Mais surtout, le Niger est le carrefour de l'Afrique francophone, en réalité. Parce que là, alors, on va pas citer tous les pays, mais là, c'est une zone qui est ultra francophone, et là, une zone qui est très francophone aussi. Et le Nigeria n'y est pas, la Libye n'est pas francophone, c'est le Niger qui fait le lien entre les pays d'Afrique centrale francophone et les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, un carrefour qui rassemble 20 pays qui parlent majoritairement la même langue et qui pourrait donc former un marché commun avec des productions qui sont communes, qui sont interdépendantes, avec des étiquettes qui sont les mêmes, avec des entreprises qui peuvent commercer entre elles beaucoup plus facilement et avec des droits de douane qui pourraient baisser. Donc ça, c'est un peu les enjeux qu'il y a autour du Niger avant qu'il y ait un État qui montre le bout de son nez avec, dans ses valises, les meilleurs industriels du monde. Il y a 10 ans, avec la route de la soie, l'État chinois a commencé à organiser des investissements massifs au Niger. L'État a donc coordonné à la fois les banques chinoises et les entreprises chinoises pour pouvoir investir totalement le Niger, qui était jusque-là sous-investi par l'Europe et les États-Unis. Donc en fait, il y a énormément d'infrastructures rentables à exploiter. Des entreprises chinoises viennent donc poser d'immenses quantités de panneaux solaires dans une des régions les plus ensoleillées du monde, à côté de Niamey. Ils construisent un barrage hydraulique au nord de Niamey, au niveau du Niger, pour augmenter la production électrique du pays de 50%, et ils veulent installer toujours à Niamey une zone industrielle variée. Sauf que aucun État au monde ne va juste investir des milliards pour le plaisir d'aider l'Afrique, d'aider le Niger. Ça n'existe pas, sauf dans les pires propagandes. Donc pourquoi est-ce que l'État chinois a fait ça? Là, c'est une vraie question. En gros, derrière, il y a des intérêts et nous, on en voit 5. Premièrement, ces entreprises énergétiques remplissent le carnet de commandes et continuent de maintenir les gros taux de profit des entreprises chinoises. Deuxièmement, en investissant dans les pays africains, la Chine prend la main sur des ressources essentielles pour sa production. Des minerais, de l'énergie, etc. Troisièmement, en installant des usines en Afrique, ils peuvent délocaliser là où les salaires et les normes économiques sont bien plus basses, où les ouvriers sont bien plus faciles à trouver, et donc augmenter le profit des entreprises chinoises. Et ça, c'est la même stratégie qui a été employée par les entreprises européennes vis-à-vis de la Chine ces dernières années. Quatrièmement, l'État chinois construit des infrastructures et des productions dans d'autres pays pour y développer un marché, avec des salariés capables d'acheter les exportations des autres entreprises chinoises, comme dans l'électronique, la manufacture ou encore les voitures électriques. Cinquièmement, en signant des accords avec le Niger et en développant le pays économiquement, la Chine peut coordonner toute sa production qu'elle a installée partout en Afrique de l'Ouest et rendre possible ce fameux marché économique africain de l'Ouest qui du coup graviterait autour d'elle-même et de ses propres intérêts. Donc le Niger, c'est beaucoup de choses différentes, notamment pour les Nigériens, mais d'un point de vue seulement économique, ce qui nous intéresse pour l'instant, en fait, le Niger, c'est pas juste un bout de désert surpeuplé avec des mines d'uranium comme certains peuvent
le croire. Il y a au Niger un vrai enjeu économique qui était en train de grandir, avec la présence d'un côté de l'armée française et d'ex-Arriva, et en même temps une alliance militaire avec la Russie et une alliance économique avec la Chine. C'était les deux tableaux à la fois. Sauf que quand on regarde un petit peu la presse africaine, on se rend compte que il y a d'autres enjeux encore derrière tout ça. Et donc, historiquement, au Niger, tu as les entreprises françaises qui n'ont pas investi, notamment dans le pétrole, parce qu'en fait, ils avaient vu qu'il y avait un peu de réserve, mais c'était pas rentable, donc vaut mieux investir ailleurs, là où c'était plus rentable. Et notamment dans cette zone-là, à l'est du pays, où tu as en fait énormément de pétrole, beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Et qui a investi là-bas? Eh ben, c'est des entreprises chinoises. Ils ont mis donc des puits dans cette région-là, ils ont mis une raffinerie dans la zone de Zinder là-bas, et ils étaient en train de construire, il était presque terminé, un pipeline qui va donc des puits de pétrole à la raffinerie de Zinder, et qui passe comme ça jusqu'au Bénin après pour aller rejoindre le port de Porto Novo, qui est le gros port du Bénin, pour pouvoir après être exporté, et probablement d'ailleurs acheté par la Chine. Aujourd'hui, le Niger consomme 7000 barils par jour. Sa raffinerie en produit 20 000 encore aujourd'hui là. Donc le Niger est de fait un pays exportateur de pétrole et compte multiplier par 10 sa production dans les 2 ans à venir. Une ambition qui ferait de l'industrie pétrolière le principal moteur de l'économie nigérienne. 25% du PIB, 50% de ses recettes publiques et près de 80% de ses exportations. Le Niger allait donc passer d'une économie essentiellement agricole vers une économie orientée vers l'industrie et le pétrole grâce à des infrastructures largement possédées et dirigées par des entreprises chinoises. Mais ça, c'était avant le putsch qui a mis fin à ces travaux qui devaient se terminer dans les semaines à venir. Donc ce que nous, on retient sur le Niger, d'un point de vue seulement géopolitique, encore une fois, c'est que c'est un pays qui est au carrefour d'un marché économique francophone très prometteur. C'est un pays avec un sous-développement fort, une natalité forte et une désertification qui rend la situation de plus en plus tendue à l'intérieur du pays. La France y a des intérêts énormes de ressources d'uranium pour son industrie nucléaire et pour le côté militaire, quand la Chine, elle, investit des milliards et des milliards dans l'industrie, l'énergie et le pétrole. Et c'est dans ce contexte précis qu'arrive le putsch des militaires au Niger. Le 26 juillet 2023, donc, il y a un coup d'état militaire au Niger. Le président Mohamed Bazoum est renversé, puis enfermé comme les principaux ministres de son gouvernement. Le pouvoir politique est maintenant détenu par le général Tiani, soutenu par une partie de la population à travers des manifestations anti-France et avec le soutien du groupe russe Wagner. Ce qui va tendre la situation jusqu'à des risques de guerre, c'est le positionnement notamment de la CEDEAO. Et qu'est-ce que c'est la CEDEAO? Eh ben, tu sais, dans cette vidéo, depuis le début, je te parle d'un enjeu de marché commun en Afrique de l'Ouest. Eh ben, c'est ça. La CEDEAO. C'est une alliance économique entre les différents pays de la région. C'est un marché commun qui se construit en ce moment avec le projet d'une monnaie commune et avec une langue commune, le français, qui va être officialisé. Et ça va permettre de faire plusieurs choses, notamment de mettre en réseau les différentes productions nationales qui se sont énormément développées et qui sont devenues très interdépendantes avec les investissements chinois dans la région. Mais aussi un marché commun pour permettre de mettre en concurrence les différentes entreprises nationales pour que les plus grosses puissent conquérir les marchés étrangers et ainsi générer encore plus de profits. Et ce marché commun est menacé par les putschistes qui empêchent cette coordination et qui rend impossible les investissements étrangers à long terme, comme on l'a vu un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Et ce conflit économique à l'intérieur du Niger, pour nous en tout cas, c'est ça le cœur du conflit. Mais on peut se demander, qui gagne dans la région avec tout ça ? Prenons l'État et les boîtes françaises, par exemple. Soit les putschistes se maintiennent au pouvoir, ce qui veut dire que les militaires français se font expulser, soit le président est rétabli et il poursuivra sa politique orientée vers les entreprises chinoises et fera monter les enchères avec les entreprises françaises comme il le faisait avant pour accumuler un maximum d'investissements. Donc dans les deux cas, l'État français perd en influence dans la région. Quant aux entreprises et à l'État russe, si les putschistes restent au pouvoir, eh ben ils vendront leurs services de mercenaires pour influencer la région au service de leurs propres projets industriels, notamment en Afrique du Nord. La différence étant que la Russie est une bien moindre puissance industrielle que la Chine et que, à part une industrie basique du blé, des armes ou des mercenaires en quantité limitée vu la guerre d'Ukraine, et ben en fait ils n'ont pas grand chose à investir, contrairement à la Chine qui globalement peut tout faire mieux que les autres. Mais ça permet quand même de mettre en pause les investissements chinois et de prendre la main sur le pouvoir politique du pays, donc renforcer l'influence de l'État russe, des entreprises russes et de Wagner dans la région, d'où le fait que tout
tout ce beau monde soutiennent les putschistes. Quant à l'État et les boîtes chinoises, si les putschistes l'emportent, elle reste indispensable pour le développement du pays et pourra négocier avec le nouveau pouvoir et sera enfin débarrassée de la présence française et états-unienne. Et si le président revient, elle poursuivra sa politique d'investissement et de création de marchés extérieurs qui lui sont profitables. Donc la Chine gagne en influence, la Russie gagne en influence. En fait, le seul moment où tout le monde perd dans cette histoire, c'est que s'il y a une guerre qui se déclare, parce que personne n'a forcément les militaires pour faire cette guerre-là, n'a forcément le matériel pour faire cette guerre-là, et ça va détruire énormément d'infrastructures, et ça va empêcher de commercer dans la région, qu'importe le camp dans lequel tu es. Et la désorganisation de l'État provoquée par les guerres va renforcer la présence djihadiste, qui va rendre là encore plus impossible l'exploitation des ressources et le commerce entre les différents pays au Niger. Et les putschistes jouent d'ailleurs là-dessus, parce qu'ils savent très bien que les bourges ne veulent pas d'une guerre et que du coup ils peuvent ne pas répondre à leur ultimatum sachant qu'ils vont pas intervenir. Donc s'il y a une guerre, tout le monde perd. Par contre, s'il n'y a pas de guerre et que les putschistes gagnent ou alors que les putschistes se rendent et que le gouvernement reprend sa place, eh ben en fait on a l'impression que la Chine gagne à tous les tableaux, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, elle gagne en influence. Sauf que il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire. Déjà, la Chine, ça fait 10 ans qu'elle gagne au Niger et si elle arrive tant à investir dans ce pays, c'est que depuis 20 ans au minima, depuis son intégration à l'OMC, elle a pris une position centrale dans la production mondiale, qu'elle a accumulé énormément d'usines, de savoir, de brevets et de finances et de dollars pour pouvoir investir partout dans le monde. Et c'est ce développement capitaliste-là de la Chine, cette histoire économique de la Chine qui vient exporter sa production directement en Afrique qui est le gros événement de cette histoire. Le coup d'État au Niger, lui, révèle les crises que provoque ce développement économique. La possibilité d'un marché commun qui s'oppose à des militaires, des putschistes qui font du chantage à la guerre pour se maintenir au pouvoir et des influences étrangères, russes, chinoises et françaises, dans la région pour préserver leurs intérêts et une population aussi là-dedans qui aspire à autre chose qu'être dans un pays sous-développé et qui s'organise pour donner de la force. Et évidemment, c'est ça le second point. Il faut pas oublier la population là-dedans. C'est pas parce que les médias n'en parlent pas que cette population n'existe pas. Le peuple, c'est ça l'important et c'est pas un acteur neutre dans l'histoire. C'est elle qui, par sa mobilisation pour le moment dans la capitale, qui permet aux putschistes de se préserver dans le pouvoir. C'est elle qui, par son travail, rend profitable cette union économique. Et surtout, c'est elle envers qui va notre fraternité, parce que les grands patrons d'entreprises africaines qui font des complots et qui chopent des milliards de profits, ou encore des politiciens corrompus, ou alors des entreprises chinoises, on s'en fout de tout ça, c'est pas pour eux qu'on réfléchit, et il n'y a pas que eux qui font l'histoire. Donc en conclusion, je dirais que tout ce qui transforme l'Afrique de l'Ouest était déjà présent avant le coup d'État. En fait, ça a juste été un déclencheur. La révolution, c'est la vitesse de développement économique rythmée par la Chine qui crée une séparation toujours plus grande entre d'un côté le pouvoir militaire éclaté qui se succède dans des coups d'État et le pouvoir économique qui a besoin de stabilité et d'un État totalement impliqué dans son développement. Et donc les juntes militaires se retrouvent parce qu'en concurrence face aux différents pouvoirs économiques sous blocus et perdent donc accès aux avantages des usines, des infrastructures, de la production, de tous ces pays que la propagande appelle démocratiques, mais qui sont en réalité que des pays qui acceptent le développement économique organisé par la CEDEAO et qui profitent aux entreprises chinoises pour le moment. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, la situation n'est absolument pas réglée. On ne sait pas du tout comment ça va finir. Est-ce qu'il y aura une guerre ou pas? Est-ce que les putschistes vont lâcher ou pas? Est-ce que la CEDEAO va exécuter ses menaces ou pas? On ne sait pas. Et on ne sait pas non plus toutes les conséquences que ça va avoir dans les relations diplomatiques ou économiques qu'il y a entre le Niger et la Chine et le Niger et la France. Mais avec tout ce qu'on a vu, on sait vers où regarder en tout cas. Et on peut se poser de bonnes questions. Avec déjà la suite de la mobilisation populaire, les manifs vont-elles continuer ou pas? Dans la capitale, est-ce que ça va continuer à soutenir les putschistes? Et est-ce que dans les autres régions, ça va se mobiliser? Et s'ils le font, quelle position ils vont prendre là-dedans? Est-ce que la population au Niger va se retourner contre la CEDEAO vu qu'ils sont en train de subir les conséquences d'un blocus économique féroce? Et cette junte militaire, si elle s'oppose à la CEDEAO, dans quel autre pays va-t-elle pouvoir faire cette alliance-là? Va-t-elle se contenter du Mali, du Burkina et donc stopper son développement économique? Ou alors essayer de signer de nouveaux contrats ou de maintenir les contrats avec la Chine et la Russie? Niveau géopolitique maintenant, la Chine a été assez discrète, mais va-t-elle prendre position? Comment va-t-elle exercer ses pressions? Et pareil pour la Russie et pour
pour Wagner et pour les États-Unis et pour l'État français aussi? Va-t-il pouvoir réagir autrement qu'avec des communiqués de presse, puisque en fait elle a pas trop d'appui sur la région? Est-ce qu'elle a les moyens encore de faire valoir ses intérêts? Et ça, c'est un tas de questions dont on répond partiellement dans cette vidéo-là, mais qui va se révéler avec l'actualité de ces prochains jours. Quand le flot va tomber avec toutes les nouvelles qui vont arriver, et en se posant les bonnes questions, on va pouvoir avoir les bonnes informations et comprendre ce qui se passe réellement au Niger. N'hésitez pas à mettre des commentaires de votre analyse vu qu'on prépare une suite à cette vidéo-là. Et suivez-nous évidemment sur notre chaîne du Canard Réfractaire. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.